L'idée de fraternité est sans doute l'une des idées les plus importantes à essayer d'explorer aujourd'hui. Pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que dans le cadre de notre République, autant nous parlons de plus en plus de la question de l'égalité, voilà, qui est sans doute la valeur que nous considérons comme centrale dans notre République. Nous parlons encore un peu, mais de moins en moins, ou sinon pour regretter son recul, de la notion de liberté, qui est sans doute la première de notre République. Alors il y a la troisième valeur de notre République, la fraternité. Je crois qu'il ne serait pas complètement incongru de dire aujourd'hui que nous n'en parlons plus du tout. Voilà pourquoi cette notion fondamentale est sans doute peut-être l'une des plus centrales, celle peut-être par laquelle il faudrait commencer, ne serait-ce que pour y arriver. Voilà, il faudrait donc organiser notre République pour que l'égalité et la liberté nous conduisent à la fraternité comme une destination, comme un but, comme ce que nous ne pourrions pas faire autrement que de l'atteindre, que de nous y implanter. Eh bien, cette fraternité, en réalité, est devenue pratiquement un mot énigmatique. Nous ne savons plus très bien quoi mettre derrière, ce qui d'ailleurs, par répercussion, jette un peu le trouble aussi sur la notion de l'égalité et encore plus sur la notion de la liberté. Voilà pourquoi je me propose aujourd'hui d'essayer d'explorer un peu cette notion de fraternité. La fraternité commence par une espèce de déception. La révolution russe en octobre 1917 avait fait surgir dans le monde occidental, et notamment dans les pays européens, et encore plus particulièrement en France sans doute, un immense espoir. Pourquoi ? Eh bien parce que là-bas se réalisait enfin quelque chose qui faisait rêver le monde entier, enfin le monde en tous les cas, des gens malheureux, des gens qui souffraient, des gens qui n'étaient pas favorisés par la société, ni par leur naissance, ni par leur réussite sociale. En d'autres termes, l'immense masse prolétaire, c'est-à-dire du monde ouvrier et du monde de la toute petite bourgeoisie, des classes moyennes inférieures en tous les cas, qui se sentaient grandement exploitées par ce capitalisme qui commençait vraiment à mordre vraiment très profondément dans la chair, ou comme le disait Peggy dans ce petit livre formidable, L'argent, à serrer de plus en plus fort au cou. Voilà. Donc les gens se sentant étranglés par le capitalisme, eh bien, voyant finalement advenir en Russie une société sans classe, eh bien, ces gens-là ont cru un instant, et enfin un instant qui a duré quelques dizaines d'années, ont cru que là-bas prenait forme, se réalisait enfin ce qui avait été aussi d'une certaine façon le rêve des Lumières, c'est-à-dire l'idée d'une égalité parfaite entre les hommes, mais idée qui n'avait pas fait long feu, en tous les cas, après la Révolution française et même après dans l'Empire napoléonien. Donc, de fait, là-bas se réalisait quelque chose, et ce quelque chose, cette société sans classe, en réalité, correspondait à l'idée même de la fraternité, c'est-à-dire au fait de surmonter ou d'anéantir ou de supprimer les divisions entre les hommes, notamment la division de classe qui avait été dénoncée par Marx comme sans doute le moteur de l'histoire indéniablement, mais comme sans doute aussi la cause la plus profonde de l'aliénation humaine et de l'aliénation pas seulement des ouvriers, même si ce sont évidemment eux qui en souffrent le plus, mais Marx avait des textes assez formidables aussi pour généraliser l'aliénation et dire qu'en réalité, eh bien, la société, la lutte des classes et la société oppressive mise en place par la bourgeoisie aliénait également, peut-être pas tout autant, mais en tous les cas également les bourgeois et pas seulement les ouvriers. Donc évidemment, cette société sans classe qui surgissait en Union soviétique, enfin ce qui n'était pas encore l'Union soviétique, mais en Russie, nourrissait tous les espoirs des humanistes, finalement, assez paradoxalement, parce qu'ils ne voyaient pas encore ce qu'était le communisme, ils le voyaient un peu avec les yeux de Chimène, ils le voyaient comme une immense promesse, en réalité, de fraternité. Voilà. Et donc, cette fraternité qui apparaissait là-bas, eh bien, nourrissait tous les espoirs, et je pense que la plupart des intellectuels, le plus sincèrement du monde, y ont vraiment cru que là-bas se réalisait quelque chose, que là-bas le monde était en train de changer, un peu en direct, sous leurs yeux, et que ce changement du monde n'allait évidemment pas manquer de se diffuser ensuite partout sur la planète. Alors évidemment, quand en 1936,
André Gide se rendra en URSS pour prononcer l'éloge de l'écrivain assez formidable par ailleurs, Gorky, eh bien, il va se déplacer là-bas, il va voyager un peu, il va voir la réalité de ses yeux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, le choc de la réalité va lui ouvrir les yeux, il va comprendre qu'en réalité, l'URSS n'est pas tout à fait ce qu'il s'était imaginé, il va voir le réel, et je vais même dire, il va la voir réellement au lieu de seulement la rêver et l'imaginer. Voilà, il va prendre le choc du réel, comme on dit, peut-être même pourrait-on dire qu'il va prendre la réalité en pleine figure, et à ce moment-là, ça va être une désillusion totale, une désillusion radicale. Alors, pour bien la comprendre, il faut évidemment regarder, et c'est ce que nous allons faire, lire un petit texte de Gide pour voir finalement l'espoir. Il est un porte-parole formidable pour comprendre l'espoir qui animait tous ces gens-là. Et nous allons lire ce petit texte de Gide, qui est un petit texte formidable, qui parle vraiment de l'espérance des hommes, de l'utopie enfin devenue réalité, et qui nous permettra de comprendre, bien évidemment, l'immensité de la déception qui va ensuite le frapper. Lisons ce petit texte. Qui dira ce que l'URSS a été pour nous? Plus qu'une patrie d'élection, un exemple, un guide. Ce que nous rêvions, que nous osions à peine espérer, mais à quoi tendaient nos volontés, nos forces, avait eu lieu là-bas. Il était donc une terre où l'utopie était en passe de devenir réalité. D'immenses accomplissements déjà nous emplissaient le cœur d'exigence. Le plus difficile était fait déjà, semblait-il. Et nous nous aventurions joyeusement dans cette sorte d'engagement pris avec elle, au nom de tous les peuples souffrants. La déception de Gide est bien évidemment à la hauteur de son attente. Quand on attend beaucoup, comme on dit, eh bien on tombe de très haut. Et je crois que la chute va être terrible pour Gide. Alors, quand il va voyager un peu et qu'il va découvrir la misère des gens, quand on va lui faire visiter des villages Potemkin, quand il va se rendre compte de la véritable détresse des gens, quand il va s'imaginer, quand il va voir, et pas seulement s'imaginer, que les gens font la queue devant des magasins de vêtements juste pour avoir un pull, etc., quand il fait froid, eh bien, évidemment, il va ouvrir les yeux et il va décider de communiquer, de témoigner. Voilà, c'est intéressant. Un communiste va témoigner de ce qu'il a vu finalement en URSS et il va rédiger un petit ouvrage qui s'appelle Retour de l'URSS, Retour du RSS, et ce petit ouvrage évidemment va déclencher d'énormes polémiques puisque tous ceux qui n'auront pas vu de leurs yeux ce que Gide a vu, eh bien, évidemment, vont l'accuser, ne vont pas le croire et vont l'accuser de trahir la cause. Et notamment l'un des plus jolis écrivains, enfin l'un des plus talentueux peut-être écrivains de l'époque, Romain Rolland, sera lui d'une virulence extrême envers Gide, si bien que Gide sera obligé de rédiger un complément dans lequel il aura ce cri déchirant où il dit « Vos yeux finiront bien par s'ouvrir ». Voilà. En fait, André Gide va faire l'expérience du déni de tous ceux qui ne veulent pas admettre qu'en réalité ils se sont trompés, de tous ceux qui ne veulent pas admettre qu'ils se sont égarés et qui veulent mordicus et à tout prix et à toute force préserver et maintenir finalement leur utopie, leur rêve pour ne pas avoir à y renoncer. Ils illustrent formidablement finalement ce petit précepte de Descartes qui disait que c'est proprement vouloir vivre les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Eh bien, étrangement, en France, en 1936, lorsque Gide publie son Retour du RSS, eh bien, l'intelligentsia française, la vie intellectuelle française, vient dramatiquement donner raison à Descartes. Alors, la déception de la promesse de la fraternité, finalement que l'URSS n'a pas tenue, a plongé sans doute le monde dans un désarroi formidable, notamment autour de la question politique. Peut-être que de plus en plus de gens se mettaient à comprendre qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de la politique en réalité, que peut-être, alors soit il fallait renoncer à la fraternité, soit il fallait la chercher ailleurs. Voilà. Eh bien, je crois que le grand mérite de l'œuvre de Camus est précisément d'avoir répondu et d'avoir relevé ce défi de chercher la fraternité ailleurs que dans la question politique.
Alors, évidemment, Camus, on le connaît essentiellement pour deux grands concepts. D'abord, la question de l'absurde, parce que c'est vrai qu'il commence sa carrière littéraire par la thématisation de cette question de l'absurde à travers l'étranger et le mythe de Sisyphe. Il poursuit ensuite par la question de la révolte, pour laquelle il est aussi bien connu, à travers L'homme révolté et son roman formidable La peste. Il est un peu moins connu pour la question de la fraternité, parce qu'en réalité, il est mort un peu prématurément et il n'a pas complètement eu le temps de la thématiser complètement. Mais cette question de la fraternité apparaît clairement dans son discours de réception de son prix Nobel, et comme elle apparaît également dans une conférence qu'il fera très peu de temps après, et comme elle apparaît encore plus et de façon magnifique dans ce roman La Chute, qui est vraiment d'une certaine façon comme une révélation de la fraternité. Eh bien, nous allons essayer de parcourir quelques textes et nous allons commencer par les conférences. Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdue sans secours, comme tous les hommes de mon âge, dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligeait, et obligeait à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Texte admirable de Camus, où finalement l'idée de fraternité se trouve ou se retrouve du côté de la question de l'art et non plus des questions de la politique. Voilà. Ce texte de Camus vous dit que écrire est pour lui depuis 20 ans, donc depuis il écrit ce discours de réception du prix Nobel en 1957, donc quasiment 21 ans après le retour du RSS d'André Gide. Eh bien c'est vrai que pendant 20 ans le monde a été très chaotique et les hommes étaient un peu perdus. Eh bien la politique en réalité on ne savait plus très bien vers qui se tourner, c'était le chaos complet. Eh bien, Camus décide de s'orienter vers l'art et d'aller chercher du côté de l'art la réponse à l'aspiration à la fraternité qui finalement n'a pas quitté le cœur des hommes. Et c'est précisément parce qu'elle n'a pas quitté le cœur des hommes qu'il faut aller la chercher et la réveiller dans le cœur des hommes. Voilà pourquoi Camus finalement part du principe que la question de l'art c'est un honneur, écrire est un honneur parce que c'est ce qui permet en réalité à un homme, ou à une femme d'ailleurs, à un écrivain quelconque, de partager radicalement et de porter en lui-même et à travers son œuvre la grande souffrance, le grand malheur et la grande espérance de tous les êtres humains. Parce que s'il y a quelque chose qui est universellement partagé par les hommes, ce ne sont pas les idées politiques. Visiblement, là où Marx avait raison, c'est de croire qu'il y avait une lutte des classes du côté de la politique, et là où il a eu tort, c'est de croire qu'elle pouvait se résorber. Ce n'est sans doute pas du côté de la politique que peut se surmonter la division entre les hommes, mais c'est peut-être du côté de l'art parce que l'universalité de la vie du cœur, l'universalité de la vie de l'âme à travers ses douleurs et à travers ses espérances, eh bien c'est là sans doute que les hommes peuvent se rejoindre, peuvent se réunir et peuvent vraiment partager quelque chose. Voilà le rêve de Camus, l'engagement de Camus, car c'est un peu plus qu'un rêve, l'engagement de Camus est finalement de permettre aux hommes de se retrouver, de partager ensemble à travers ses œuvres les grandes espérances et les grands malheurs de l'humanité. Il y a là vraiment quelque chose de magnifique, un message réel d'une fraternité renouvelée. C'est pourquoi la beauté, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ne peut servir aucun parti. Elle ne sert, à longue ou brève échéance, que la douleur ou la liberté des hommes. Le seul artiste engagé est celui qui, sans rien refuser du combat, refuse du moins de rejoindre les armées régulières, je veux dire le franc-tireur. La leçon qu'il trouve alors dans la beauté, si elle est honnêtement tirée, n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de dure fraternité. Disons pour terminer quelques mots de La Chute de Camus. Voilà un roman étrange, complètement un monologue à la première personne. Voilà. Un ancien avocat raconte à quel point il était satisfait de lui-même, à quel point il se pensait défenseur de la justice. Et puis un jour, voilà, il se passe quelque chose dans sa vie.
et quelque chose vient fracasser sa bonne conscience. C'est qu'il se promène sur un pont parisien et il entend un énorme rire derrière lui, comme une ironie socratique, mais une ironie divine, comme si finalement Dieu prenait modèle de l'ironie socratique et se mettait à rire devant la présomption de cet avocat qui se croit formidable, alors qu'en réalité, il cache au fond de lui-même bien des choses inavouables. Et tout d'un coup, alors, se rappelant et cherchant petit à petit comme ça, eh bien, des choses lui reviennent à la mémoire, des choses lui reviennent à la conscience qu'il avait soigneusement enfouies au fond de sa mémoire, et notamment cet événement tragique. Un jour, il se promenait sur le pont des Arts, et il voyait une femme accoudée sur le parapet du pont, et puis il entend tout d'un coup cette femme tomber, et puis il ne fait rien, il ne lui porte pas secours, il n'appelle pas à l'aide, il ne fait rien, et remarquant qu'en réalité personne ne le regarde parce qu'il est un peu seul au bord des quais, eh bien il finit par s'en aller discrètement sur la pointe des pieds. Et cet abandon, l'abandon manifeste de cette femme qu'il a montré ce jour-là, est évidemment d'une injustice absolue, et qui montre en réalité qu'il n'y avait pas lieu pour cet avocat eh bien, d'avoir une bonne conscience de lui-même. Alors petit à petit, évidemment, comme ça, tout remonte des profondeurs de son être, tout remonte, voilà, un peu comme dans une psychanalyse, tout le refoulé, tout le soigneusement refoulé remonte comme ça à la conscience, et il finit par comprendre en réalité qui il était. Et c'est là que la fraternité vraiment devient magnifique, parce qu'il comprend qu'en réalité, il avait bonne conscience, parce qu'il passait son temps à juger les autres. Et il comprend aussi du coup qu'en réalité, il jugeait les autres pour n'en être pas jugé. Et là, tout d'un coup vient cette illumination de Camus qui comprend qu'en réalité, nous jugeons les autres pour protéger notre innocence. Et c'est bien cela qui est le drame de la fraternité, c'est bien cela qui rend la fraternité impossible, parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas accuser les autres du mal et nous croire du bon côté. Ça, ce serait quelque chose qu'évidemment tous les gens aujourd'hui qui en France passent leur temps à accuser les autres d'être je ne sais pas trop quoi, tous ces gens-là feraient bien de relire Camus et évidemment de le lire avec sérieux et de se remettre un peu eux-mêmes en question. On ne peut pas défendre la fraternité en accusant constamment les autres d'être des salauds, des voyous, des tout ce qu'on veut. Ça n'est pas possible. Et Camus va comprendre cela. Et comprenant cela, il va comprendre ce que veut dire la fraternité. Si le fait d'accuser les autres rend la fraternité impossible, alors la fraternité consiste précisément à s'accuser soi-même. La fraternité consiste à partager la faute du monde. Bien sûr qu'il y a du mal dans le monde, bien sûr qu'il y a des salauds, mais en réalité, nous sommes en partie responsables des salauds. Parce que précisément, comme Camus le dévoile dans ce livre, eh bien en réalité, nous n'avons pas fait grand-chose pour qu'ils ne deviennent pas salauds. Vous voyez, c'est un petit peu comme la métaphore du bon grain et de l'ivraie dans les évangiles. Voilà, les disciples de Jésus veulent comme ça arracher l'ivraie qui pousse dans les champs pour que le bon grain puisse pousser. Et Jésus leur dit non, 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 laissez le bon grain croître avec l'ivraie. Alors évidemment, les disciples ne comprennent rien à cette parole et Jésus est obligé de leur expliquer en réalité. La parabole, c'est la métaphore de la parole. Le bon grain, c'est la parole de la fraternité qui est jetée dans le cœur des hommes. L'ivraie, c'est ce que jette l'ennemi de la fraternité dans le cœur des hommes. Mais Jésus dit aux disciples, mais si l'ennemi de la fraternité a pu semer dans le cœur des hommes, c'est précisément parce que les hommes manquaient de fraternité. En d'autres termes, si il y a des hommes sur terre qui ne sont pas fraternels, c'est parce que ceux qui pensent l'être ne le sont pas assez, justement. Et voilà ce que Camus découvre, et voilà pourquoi il va ensuite, eh bien, dans son personnage de roman, il va partir à Amsterdam et essayer de rencontrer continuellement les gens pour essayer de leur avouer sa faute, pour leur avouer qu'en réalité, il porte une énorme responsabilité du mal dans le monde, et il essaie par cette confession d'entraîner et de faire en sorte que ceux qu'il rencontre finissent par comprendre aussi à leur tour. Voilà le chemin de fraternité que nous propose Camus. Arrêtons d'accuser les autres d'être je ne sais pas trop quoi, et en réalité, essayons de partager la faute, l'immense faute qui se propage dans le monde, parce qu'il y a du mal dans ce monde, mais de ce mal,
Tous, nous en sommes responsables, et surtout peut-être ceux qui pensent ne pas l'être, puisque précisément ce sont eux qui accusent le plus les autres et qui, au lieu de partager avec eux fraternellement quelque chose, refusent de partager quoi que ce soit avec ceux qu'ils désignent comme des salauds. Donc la leçon de fraternité de Camus, ça commence par cette idée assez simple. Arrêtons d'accuser qui que ce soit d'être un salaud.